Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous finissons la leçon sur Rome et la fin de la République en parlant de l'origine de l'Empire, en abordant deux personnages majeurs que sont Jules César et Auguste. Alors Jules César, c'est un personnage extrêmement important parce qu'il va changer la nature du pouvoir à Rome. Jusque-là, le pouvoir à Rome résidait sur un équilibre entre les grandes familles romaines. En gros, chaque grande famille avait un pouvoir à peu près équivalent aux autres, et les déséquilibres étaient rattrapés parce que ils exerçaient le pouvoir à tour de rôle, chaque représentant d'une grande famille devenant consul une année après un autre, faisant des conquêtes permettant de montrer que lui aussi, que sa famille aussi était puissante, et du coup, cet équilibre était maintenu. Mais Jules César va changer cet équilibre en remportant des victoires bien supérieures à tous ses concurrents et en affrontant directement ses concurrents, c'est-à-dire que Rome va sombrer dans la guerre civile. Et en fait, les années pendant lesquelles César exerce le pouvoir vont être des années de guerre entre Romains, non seulement des guerres de conquête, hein, César va conquérir toute la Gaule, et il va aussi mener des guerres de pacification dans d'autres parties du territoire, mais aussi il va affronter d'autres Romains, en particulier son grand rival qui fut aussi son ami à une époque, Pompée, qu'il va finir par vaincre. Et ça change complètement la nature du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une famille, la famille des Juliens, Jules César, il vient de la famille des Juliens, des Jules, va devenir la famille la plus importante de Rome. Et on le voit par le texte de votre livre, le document 1, qui évoque le triomphe de César. Donc on répond à la première question, en quelle année César célèbre-t-il son triomphe et après quel grand événement? Donc on apprend en lisant le texte qu'il célèbre son triomphe en 46 avant Jésus-Christ et qu'il célèbre ses victoires en Gaule. Et dans la troisième question, je reviendrai à la deuxième question plus tard parce que c'est plus logique, on demande quels sont les honneurs accordés à César en 46 avant Jésus-Christ et par qui lui sont-ils accordés. Donc si vous lisez le texte, vous voyez que des honneurs extrêmement importants sont accordés à César. Donc on peut lire des sacrifices pour sa victoire pendant 40 jours et la permission de monter sur un char tiré par des chevaux blancs et d'être accompagné de tous les licteurs qu'il avait alors. Donc les licteurs, on vous dit que ce sont les citoyens qui escortent le magistrat romain. On décréta que son char serait placé sur le Capitole face à la statue de Jupiter, qu'une statue de lui en bronze serait élevée sur une représentation du monde habité. Donc c'est une image du fait qu'il a conquis le monde entier, avec une inscription proclamant qu'il était un demi-dieu. Donc, vous voyez des honneurs particulièrement mirobolants, hein, vraiment aucun magistrat romain n'avait jamais été distingué de la sorte, et c'est le Sénat qui accorde ces honneurs. Le Sénat, c'était le principal organe de gouvernement de la République romaine. C'était une institution qui rassemblait les anciens magistrats des magistratures de gouvernement, les anciens magistrats romains, et qui rassemblait les membres des plus grandes familles romaines, des nobles romains. Et en fait, ce que va faire César pendant tout le temps où il est au pouvoir, c'est qu'il va augmenter le nombre des sénateurs. Au début de la République romaine, il y avait 300 sénateurs. Petit à petit, le nombre de sénateurs augmente, et on pense que sous Jules César, ce nombre a pu atteindre 900 sénateurs, voire 1000 sénateurs. Alors qui sont tous ces sénateurs en plus? Eh ben, il n'y a pas de secret, hein. Ce sont des partisans de César. César a placé ses partisans dans le Sénat pour avoir le soutien permanent du Sénat. Et évidemment, ses fidèles le lui rendent bien puisqu'ils lui accordent tout ce qu'il désire. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre des honneurs aussi massifs qui sont donnés à César, c'est parce qu'en fait, il a un Sénat qui lui est entièrement dévoué. Et il va recevoir ses honneurs et ensuite, vous savez qu'il est assassiné en 44 avant Jésus-Christ par un complot. Va s'en suivre de nouvelles périodes de guerre civile et celui qui va mener ces guerres civiles en disant reprendre le flambeau de César, c'est son fils adoptif. Donc c'est la question 2 là, qui est Auguste par rapport à César? Quand devient-il le premier empereur? Donc c'était écrit là dans ce document 3, vous voyez. Donc Auguste ne s'appelle pas toujours Auguste, au départ il s'appelle Octavien, et il est le fils adoptif de César.
Il faut savoir que pour les Romains, les liens du sang sont totalement secondaires par rapport aux liens juridiques. Euh, Fils adoptif ou fils naturel, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où il est adopté, c'est exactement comme s'il était le fils naturel de César, donc c'est son fils. C'est le fils de César, et il va mener des guerres civiles face à d'autres grands représentants de grandes familles romaines, exactement comme l'avait fait son père, et il va l'emporter. Et quand il l'emporte, il est nommé Auguste. C'est un titre honorifique qui veut dire qu'il est distingué des dieux. Et donc, euh, à ce moment-là, il prend le pouvoir. Il va prendre un autre titre qui était donné à tous les empereurs romains. C'est le titre d'imperator. L'imperator, c'est celui qui possède l'imperium. Qu'est-ce que l'imperium? L'imperium, c'est le pouvoir de commander les armées. Sous la République, il existe déjà des imperators et un imperium. Sauf que cet imperium, il était donné pour la durée du commandement de l'armée. Donc, quand un magistrat, les magistrats qui dirigeaient Rome étaient appelés les consuls, quand un consul dirigeait les légions, il devenait imperator pour la durée de la campagne militaire. Ce qui change avec Auguste, c'est qu'il est le imperator à vie et il est le seul imperator. Il n'y a pas d'autre imperator. Il va pouvoir donner un imperium par délégation, mais le titre et la gloire lui reviennent à lui entièrement. À partir du moment où Auguste devient impérator à vie, il n'y a plus d'autres impérators. Seuls les empereurs, ceux que nous on appelle les empereurs, les Césars, ont ce titre permanent d'impérator. Et c'est pour ça qu'on change de régime. On n'est plus dans une république où le pouvoir est partagé entre des grandes familles. Il y a un représentant du pouvoir unique, qui est l'empereur. Donc ça devient, en fait, ça redevient une forme de pouvoir monarchique, avec le pouvoir d'un seul. Donc on a déjà répondu à la question 3, donc je passe à la question 4. Quels sont les grands ancêtres qu'affirment avoir César et Auguste? Alors on va regarder un petit arbre généalogique. Hop. Alors voilà, ce petit arbre généalogique, donc d'abord on regarde la légende. Vous voyez, ceux qui sont sur fond blanc, ce sont les simples mortels. Sur fond orange, ce sont les héros, c'est-à-dire des personnages avec des caractéristiques divines, distingués des dieux. En bleu, ce sont les dieux, et en jaune, ce sont les personnages qui sont divinisés. Alors, on va partir du bas. Donc Auguste, premier empereur, divinisé à sa mort, on y reviendra, c'est le fils de César, et César fait remonter sa lignée à Romulus. Or, Romulus n'est autre que le fils de Mars, et le fondateur de Rome, évidemment. Donc, le fils de Mars, et le descendant également d'Énée, héros troyen, qui lui-même est le fils de Vénus. Vénus, qui elle-même est la fille de Jupiter, le roi des dieux. Donc, Jules César et Auguste se donnent une ascendance divine. Ça fait évidemment partie de leur discours pour justifier leur pouvoir. S'ils sont d'origine divine, c'est normal que ce soit eux qui soient supérieurs aux autres et qu'ils exercent un pouvoir supérieur à toutes les autres familles romaines. C'est évidemment une vision orientée politiquement. Ils construisent un discours qui leur permet d'affirmer qu'ils sont supérieurs. Comme ça, eh bien, ça devient normal qu'ils exercent un pouvoir supérieur. Ça le rend légitime. Ce mot de légitime est très important. Être légitime, ça veut dire que le pouvoir que l'on a, le droit supérieur aux autres que l'on a, est un droit normal, est un droit mérité. Cinquième question. Quelle place Auguste se donne-t-il parmi les dieux? Donc on voit sur cette image, c'est un camée. Eh bien Auguste, il est à la place de Jupiter, le roi des dieux. Il reçoit la couronne de laurier qui marque ses victoires et il est admis à la table, enfin à l'assemblée des dieux. Et ça laisse comprendre le caractère divin en fait des empereurs. Et ça, c'est ce que vont faire Auguste et César. D'abord, ils commencent par affirmer qu'ils sont des descendants des dieux. Et en fait, une fois qu'il est au pouvoir, une des premières choses que fait Auguste, c'est qu'il fait diviniser César. Alors il faut savoir que les empereurs ne diront jamais qu'ils sont eux-mêmes des dieux. Ils deviennent divins après leur mort.
c'est différent d'être un dieu et d'être divinisé. Donc leur caractère divin prend tout son sens une fois qu'ils sont morts. Donc le Sénat vote la divinisation, on fait de César un dieu. Et ça va donner un nouveau titre à Auguste. Il va dire, hein, à chaque fois qu'on voit une inscription qui rend honneur à Auguste, on dit que c'est à Augustus divi fili, divi fili, fils du divin. Et lui-même, Auguste, le Sénat va lui proposer de le diviniser même de son vivant. Il va refuser. Et il va par contre, évidemment, ne pas s'opposer à ce qu'il soit divinisé après sa mort. Évidemment, il est mort, mais il l'a organisé même de son vivant, le fait qu'il allait être divinisé après sa mort. Et donc, une fois qu'il est mort, le Sénat vote sa divinisation, et ça va donner naissance à un nouveau culte, un nouveau type de culte, c'est le culte impérial. Dans tout l'Empire romain, qui est désormais bien un empire, donc une monarchie, eh bien, on va édifier des temples à l'image de celui-ci. Ça, c'est le temple d'Auguste et Livie, qui se trouve en France, à Vienne, c'est à côté de Lyon. Et dans des temples qui ressemblent beaucoup à celui-là, on va organiser un culte avec des prêtres, des prêtresses, et des sacrifices et des fêtes officielles, et on va rendre un hommage aux empereurs divinisés, donc à tous les empereurs morts. Et du coup, toute personne qui devient empereur s'inscrit dans une lignée de divins. Vous voyez, hein, on retrouve l'idée d'un pouvoir qui vient des dieux et donc qui est juste parce qu'il vient des dieux. Donc, ça répond à la dernière question, la question résumée. En t'appuyant sur tes réponses aux questions 4 et 5, justifie l'affirmation suivante. Jules César et Auguste utilisent les croyances pour imposer leur domination. C'est exactement ça. Hein. Ils disent que leur pouvoir vient des dieux, donc ils méritent d'exercer un pouvoir supérieur aux autres. On retrouve, vous voyez, cette idée-là, hein, je suis sûre que vous avez vu à l'école primaire comment les rois disaient qu'ils étaient de droit divin, que leur pouvoir venait de Dieu. Vous voyez qu'ils n'ont rien inventé. Les Romains déjà disaient que leur pouvoir venait de Dieu et que c'est pour ça qu'ils étaient empereurs. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la suite.